Bienvenue à la vie sociale. Allô, bonjour, ma belle Camille. Comment vas-tu? Je vais très, très bien. Tu es absolument magnifique aujourd'hui. Aujourd'hui, je dois dire, je suis vraiment, je sais qu'on le dit souvent, mais aujourd'hui, je suis particulièrement excitée parce que on reçoit quelqu'un que j'admire depuis des années et qui me fascine par sa curiosité, sa sagesse, sa richesse d'informations. C'est quelqu'un que tu veux qu'on reçoive depuis le tout début de la vie sociale. Ouais. Et on a attendu, je pense qu'encore une fois, on l'a dit au début de la saison, mais on attend le bon moment souvent pour certaines personnes. Et je pense qu'en ce moment, c'est vraiment le bon moment, le parfait moment pour le recevoir. Ouais. Boucard Diouf est avec nous et c'est un épisode qui promet, je pense. On va aborder plusieurs thématiques. Ça va être vraiment, vraiment le fun et on est très honorés de le recevoir, de passer un moment avec lui aujourd'hui. Et tu réalises un rêve. C'est vraiment ça parce que tu as toujours voulu rencontrer Boucard. Oui, j'adore. Je l'aime. Et là, ça se passe. Donc, c'est fou quand même que Boucard Diouf est ici. Ben, je pense que la raison pourquoi j'ai voulu créer un projet comme la vie sociale, c'était d'avoir des conversations comme ça avec des gens qui m'inspirent, qui m'allument. Alors aujourd'hui, c'est un bon exemple. Ouais. Alors voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Et cet épisode, ce fabuleux épisode est présenté aujourd'hui par notre partenaire chouchou, Zibo. Donc les restaurants Zibo qui sont avec nous depuis l'an dernier. Et on va collaborer avec eux tout au long de l'année. Donc dans les prochains mois, vous allez nous entendre parler d'eux. Et on a eu un fabuleux lancement de la vie sociale, notre nouvelle saison au chez Zibo. Et ils nous ont accueillis encore une fois d'une manière extraordinaire avec nos invités et nous. Et puis, on aime ça. Qu'est-ce que tu veux? On est là souvent. On aime ça manger. Les petites frites d'alumni. On aime ça manger, les petites frites d'alumni, la petite soupe aux légumes. Moi, je dis tout le temps la soupe aux légumes. Si tu veux me séduire, fais-moi une bonne soupe aux légumes. Fait que l'équipe de Zibo me séduit à tout coup. Et là, aujourd'hui, Zibo nous a préparé un quiz. Oui. Parce que Zibo s'est dit, car il en a animé des quiz dans sa vie, capable de faire ça. Mais oui, je suis capable de faire ça. Oui, et aussi pour faire des rappels de tout ce qu'on vous a parlé l'année passée, on remet un petit peu en bouche les connaissances qu'on vous a appris au courant de l'année. C'est donc bien beau comment tu parles aujourd'hui. OK, donc c'est toutes les choses qu'on a parlé. Donc, première question, Camille, je te pose 3 questions, tu m'en poses 3. C'est bon? Donc, on commence en force. Qu'est-ce que le programme OceanWise? A, une fondation qui recueille des fonds pour soutenir les produits de la mer et leurs habitants. B, un programme qui éduque et guide les restaurateurs vers des fournisseurs proposant des produits de la mer durables. Ou C, un organisme qui aide les pêcheurs à mieux choisir leur équipement. B. Bonne réponse. Un programme qui éduque et guide les restaurateurs vers des fournisseurs proposant des produits de la mer durables. Oui, je m'en rappelais. Et Zibo en fait partie. Oui. Question 2. Vous êtes au Zibo. Oui. Ça tombe bien, on y est souvent. Et vous avez envie d'un verre de bulle. Oh! Tiens! Quelle est la principale différence entre un cava et un prosecco? C'est bien ça, cava? Oui. On le dit de même? Ouais. Là, tu vois, c'est bon qu'on fasse un rappel parce que c'est ça, tu dis pas ça va. Un sava ou un prosecco? Un cava ou un prosecco? A, leur région d'origine. B, leur niveau d'effervescence. Ou C, leur taux d'alcool. J'aurais tendance à dire A. Bonne réponse. Oh. Mon Dieu, t'es donc bien bon. Bonne. Excuse-moi. T'es donc bien bonne. Hey, j'ai jamais dit bonne réponse aussi souvent qu'All TV en 5 ans d'animation. Bravo. 3e question. Le cava provient d'Espagne, tandis que le prosecco est originaire d'Italie. Oui. Quels sont les meilleurs mois pour déguster? Ah non, ça c'était une... OK, excuse-moi. Voyons. Ça, c'était une précision. Ah, OK. Alors, le cava provient d'Espagne, tandis que le prosecco est originaire d'Italie. Ça, c'était comme un bonus d'information à la question numéro 2. Question numéro 3. Quels sont les meilleurs mois pour déguster des huîtres? Ah, ça, je le sais. OK, oui. A, les mois chauds de l'été. B, les mois contenant la lettre R, donc de septembre à avril. Ou C, les mois se terminant par ER. Moi, mon père me l'a toujours dit, c'est avec un R. Donc, ça serait B. Bonne réponse. Oui, c'est tous les mois qui contiennent un R. Ça, Alors, durant cette période, les températures plus fraîches permettent de préserver la fraîcheur et la qualité des huîtres qui sont alors plus fermes et savoureuses. Parfait. Donc là, c'est à ton tour. Là, c'est moi qui anime Moi, TV. je serais pas bon, moi, là, autant. Donc, tous deux d'origine japonaise. Quelle est la principale différence entre un sashimi et un tataki? Donc, A, le tataki est saisi à feu vif puis immédiatement refroidi. B, le tataki est cuit à feu doux pendant plusieurs heures. Ou C, le tataki est cru et mariné dans un mélange de sel, de sucre et d'aneth. Bon, alors, c'est sûr que c'est pas une bonne question pour moi parce que moi, j'en mange pas. Mm-hmm. Tu le sais, j'en mange pas.
En région, on me dit que la réponse est A. Oui! Oh! Ah, il y a eu de la triche en Il y a un peu de régie, triche, pas. oui, mais ça faut m'aider. Mais Là. oui, je comprends, Give me je a comprends. break, là. Zibo va comprendre, il sera pas fâché. Quelles sont les 3 étapes essentielles pour apprécier et déguster un vin dans le bon ordre? Donc, Oh. A, examen de la robe, premier nez et du goût. Eh mon Dieu, c'est B, compliqué. examen olfactif, gustatif et visuel. Et C, examen visuel, olfactif et gustatif. Et gustatif. Ben, je pense que ça serait C parce que tu fais le tour. Là. C'est ça. Donc, Ouais, tu ok. regardes la robe, tu sens la robe et ensuite tu goûtes. À chaque fois que je fais ça, moi, je me trouve... Fancy, hein? je- Genre prétentieux. Je me trouve un peu prétentieux. En fait, c'est que moi, quand ça se passe au restaurant, je suis gêné de faire ça devant le serveur. C'est comme si là, je suis comme, allez, c'est long, là, moi, get over with it, on va boire, Oui, c'est puis tu sais, parfait. c'est rare que tu vas dire, non, tu sais. Ouais, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui oui. aiment pas ça parce que les gens qui sont plus connaisseurs, peut-être que. Ouais. Et en dernière question, la date de Carl Ouf. commande un martini dry. Ouf. Que vient-il de commander exactement? A, un martini sans alcool. B, un martini sans olive ni jus d'olive. Ou C, un martini préparé avec moins de vermouth, ce qui le rend moins sucré. Un dry martini? Ouais. Si je me rappelle de ce qu'on a appris, le dry martini, c'est pas moins sucré? C'est ça. Donc, ça serait C. Moins de vermouth. Je suis pas super. Hey, wow! On est quand même bon. Ça veut dire que quand on lit nos cartons, on apprend des choses. On fait pas Oui, puis je semblant. suis sûre que si vous avez écouté la plupart de nos épisodes avec des intégrations Zibo, vous savez également les bonnes réponses. Donc, si vous avez répondu, si vous avez réussi ce quiz, félicitations à Et tous. pour ceux qui auraient peut-être pas réussi ce quiz, ben, il va falloir aller chez Zibo plus longtemps plus souvent pour reviser. Oui, ou réécouter tous nos épisodes. On réécouter tous nos épisodes. Alors, ben voilà, merci à Zibo de sponsoriser cet épisode incroyable. Et je vous le dis, si vous êtes là, arrêtez pas. Non. Faut vraiment, vraiment continuer l'écoute. Ça va être Jusqu'à la fin, là, extraordinaire. même si tu dois aller faire tes commissions, retourne dans ton char puis continue l'épisode. Ça va être un épisode extraordinaire. Bon épisode, Bon Camille. épisode. Aujourd'hui, Camille, on réalise un rêve, je pense. C'est Ouais. plus précisément toi parce que tu adores notre invité aujourd'hui et tu veux l'inviter depuis le tout début de la vie sociale. Je sais, mais on avait comme une petite peur. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'on se trouvait peut-être pas assez Dis-le. intelligent peut-être pour lui. Je Ben, sais c'est qu'il aimera sûrement pas ça qu'on dit ça. Mais je le trouve vraiment. Je pense qu'on l'admire beaucoup. Oui, Je pense que c'est oui, juste oui, ça. oui. Et ça faisait, on a plus de 100 épisodes. Et là, finalement, tu t'es décidé. Et je dois dire que tu le fais par toi-même. Sans me le dire, elle a écrit pour que tu viennes ici, Boucard. Et sans me le dire, et elle m'a envoyé quand ça a été confirmé. Elle m'a dit, il va venir finalement. Puis là, j'étais comme, ben voyons, surprise! Boucard Diouf, bienvenue à la vie sociale. Hey, Ah. bonjour Carl, bonjour Camille. Merci d'être là. Ça nous fait tellement plaisir de Ouais. te recevoir. Ça faisait longtemps, là, vraiment Ouais. longtemps qu'on avait envie de te parler. Tu as marqué notre vie à plein de reprises. C'est vrai. Puis ici, à la vie sociale, on fait toujours une petite description des gens qui viennent, juste pour mettre dans le bain un peu de qui tu es, entre autres, là, parce que je sais que tu as plusieurs chapeaux, mais animateur, auteur, conteur, biologiste, océanographe, chroniqueur, humoriste. Est-ce qu'on peut rajouter d'autres choses peut-être à ça? Ben, on peut juste dire raconteur d'histoire. Ah! J'aime ça. Parce que c'est ça le lien entre tout ça. C'est le conte, c'est raconter des histoires. Il était une fois, ça touche les humains. C'est vrai. Ça touche les humains. Votre podcast s'appelle La vie sociale, Ouais. mais je pense que le conte est au cœur de la vie sociale des humains. Mm. Quand tu dis il était une fois, ça passe par l'oreille, puis ça touche le cœur, ça stimule l'esprit des gens. C'est pas pour rien qu'on endort nos enfants avec ça. Donc, moi, je me définis comme un raconteur d'histoire, c'est tout. Et est-ce que toute ta vie, t'as raconté des histoires? Ben, je pense que oui. Ouais. J'ai toujours aimé ça. J'ai raconté des histoires humoristiques avant d'être un scientifique. Mhm. Et quand je suis devenu scientifique, je raconte des histoires humoristiques à saveur de science. Mhm. Mais quand je raconte des histoires, je cible toujours 3 parties. Je l'ai dit, c'est dilater la rate, toucher le cœur et stimuler l'esprit. Oh, j'aime c'est ça. bon, ça. Mais le dernier est pas obligatoire. Non? Oui, non, le dernier, moins. Si c'est un aboutissement, j'aime. Mais la rate et le cœur, ça, c'est important pour moi. Pourquoi c'est important de stimuler sa rate là, le plus souvent possible?
D'ailleurs, ça, c'est une fausse conception. On dilate pas la rate des gens en les faisant rire. Ah! Déjà, j'apprends quelque chose. OK, fait qu'on dilate pas la rate pour de vrai. Non, j'ai expliqué ça, d'où est né ce truc dans mon livre sur le rire, oui. Oui, mais on dilate pas la rate, mais en même temps, c'est beau. C'est une expression qui est très jolie. On dilate la rate des gens et on touche le cœur. Mais moi, je pense que c'est le cœur et la rate, c'est important. Chez les humains, oui. C'est toucher le cœur des gens. Dans ton livre, justement, ce que la vie doit au rire, je l'ai ici, c'est un livre que vous devez absolument lire. T'expliques, dans le fond, l'importance du rire dans la vie. Oui. Puis, j'aimerais ça que tu nous expliques pourquoi. Parce que je pense que Camille et moi, on aime rire. Moi, je suis un bon public. Quand on a un moment où on partage une certaine complicité, puis on rit vraiment pour de vrai, tu sais, un vrai rire, là, tu sais, ça fait vraiment du bien. Puis c'est comme si t'oublies un peu ce qui se passe dans le monde quand tu ris, tu sais. Ouais. Pourquoi c'est l'importance du rire dans une vie? Pourquoi rire, c'est si important? Ben, tu sais, physiologiquement, je disais aux étudiants, le rire, un vrai rire senti, là. Pas un rire simulé où on dit... un vrai sincère. Un vrai rire. Là, il faut dire, un rire de complicité, là. Oui. Mais un vrai rire, ça touche quasiment tous les systèmes du corps humain. Ah ouais. Le système circulatoire, respiratoire, le système immunitaire, le système nerveux et le système excréteur aussi. Mais ça, c'est un dommage collatéral. Ah ouais? Mon Dieu, je ne savais pas non plus. Ça arrive. Mais t'entends les gens dire j'ai pissé dans mes culottes. C'est vrai. C'est vrai. N'est-ce pas? C'est comme si le rire défaisait les sphincters. C'est moins bon dans une salle de spectacle. C'est vrai. Mais je pense que c'est un baume social. Les animaux sociaux, on a beaucoup de tracas. Vivre en société, c'est des alliances. C'est de la politique. C'est qui est avec moi, qui n'est pas avec moi. Et quand tu ris avec Camille de façon sincère de quelque chose, même si c'est illégal, avant que Boucar arrive, tu comptes hey, tu sais-tu, Boucar avec Francis, la palourde royale, là. Hey, lui, c'est lui qui capotait bien plus que Francis. Hey, je pensais qu'il capoterait bien moins, tu sais. Puis vous riez ça ensemble. Ça veut dire que toi et elle, vous avez une espèce de lien que vous partagez. On peut rire de quelque chose de secret entre nous. C'est un lien social, puis c'est un baume contre les tracas de l'existence. Il y a un proverbe qui dit le rire, c'est comme les essuie-glaces. Ça n'arrête pas la pluie, mais ça permet de continuer d'avancer. Mais c'est un peu ça aussi. Ça fait du bien. C'est à partir du moment où je ris avec vous, les barrières qui nous séparent vont tomber. Ouais. C'est comme si ça bousculait le mur qui me sépare de vous, même si on ne se connaît pas. C'est vrai. Tout de suite, le mur tombe, on se rapproche et on est capable de partager des choses. Il y a une complicité qui s'installe. Oui, voilà, exactement. Moi, je trouve que c'est un cadeau de l'évolution extraordinaire. Je dis un cadeau de l'évolution parce qu'avant, nous, on nous disait le rire est le propre de l'humain, c'est le rire est le propre de l'espèce humaine. Mais ça, c'était très prétentieux. C'est Aristote qui nous a laissé ça. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que nous ne sommes pas les seuls à rire. Ça veut dire que les chimpanzés rient. Ont leur façon de rire. Les chimpanzés rient en expirant. Ils vont... Nous, on rit en inspirant, en expirant à cause de la bipédie, tu sais. Mais le rire a au moins 30 millions d'années dans l'évolution. L'humain a 300 000 ans d'âge, tu sais. Donc, tu vois que c'est quelque chose de plus vieux que nous. La façon de le faire nous est spécifique, notre façon de rire. Mais les animaux aussi ont leur façon d'exprimer ces sensations-là. Mais c'est fantastique ce que ça nous fait quand même. Mais c'est une thérapie, en fait, le rire. J'ai l'impression que ça l'enlève aussi toutes les angoisses, le stress. Ça calme. Oui. Ça calme l'esprit. Oui. Ça rapproche, c'est vrai. C'est vraiment ça. Est-ce que dans ta vie, quand j'imagine que tu as vécu des moments où c'était plus difficile dans ta vie, est-ce que le rire a pris une place plus importante dans ta vie, puis ça t'a sauvé peut-être? Faire rire. Faire rire m'a sauvé. Moi, je trouve que faire rire, c'est quelque chose de fantastique. C'est un pouvoir. Oui, 100%. Chez les animaux sociaux, quand tu réussis à faire rire, c'est un pouvoir. À faire rire. Regarde, le fou du roi ne se faisait jamais décapiter par le roi. Jamais. Il pouvait tuer plein de gens, mais pas lui. Parce qu'il lui faisait du bien. Mais quand tu as le pouvoir de prendre des gens, sont 1500, tu le dis, je les prends et je les amène là. C'est un grand pouvoir quand même. Vraiment. Alors, faire rire, et moi, j'ai développé ça jeune. Mais quand on développe l'art de faire rire les gens,
c'est toujours pour se protéger de quelque chose. Mais toi, t'es quand même inné, Boucard. Je veux dire, t'es quand même drôle. De nature, oui. T'es quelqu'un de très drôle, mais... On n'est pas de nature drôle. On développe l'humour pour se protéger de quelque chose. Parce qu'on se sent pas beau. Ouais. Parce qu'on se sent exclu. Parce qu'on se sent... Moi, j'ai une jambe qui est scrap. Tu vois ma prothèse, là, c'est... Alors, moi, j'ai grandi avec ça et que ça m'a complexé beaucoup quand j'étais jeune. J'ai vu ça, c'est depuis que tu as quel âge, ça? Depuis l'âge de 5-6 ans, je l'ai eu. Donc, toute ta vie. La poliomyélite, tu sais, qui m'a scrappé la jambe. J'aime beaucoup le verbe scraper. C'est vrai, parce que tu faisais en entrevue plusieurs fois que ça t'a scrappé la jambe. Dérencher, c'est bon aussi. Ouais. C'est bon, ça. Mais j'aime ça, dérencher aussi. Dérencher, c'est écœurant comme expression. Non, mais parce que il y a des sonorités dans les verbes que les Québécois inventent. Oui. Dérencher. Tu vois que les ligaments sont tous cassés, là. Ben, quand tu me dis, Boucard, quelque chose de dérenché, ben, j'ai compris, c'était décrissé, là. Décrissé, dérenché, scrappé, magané. Il y a magané aussi, tu sais. Ouais, magané, ouais. Mais j'aime mieux dérenché que magané. Mais tu développes l'humour pour se protéger de quelque chose. Donc, à cause de ça, tu t'es senti un peu comme exclu, je dirais, toute ta vie, parce que tu étais différent des autres. Ça t'a donné comme une certaine... donc, le rire est venu donner un certain pouvoir de comme reprendre le narratif. Ouais, c'est ça. C'est bien formulé, je trouve. Ouais. Le rire te permet de dire, « Hey, j'ai d'autres choses. Regardez pas ma jambe. Je suis le magicien. Je vais faire ça. Je vais secouer quelque chose ici pour dévier votre attention vers quelque chose d'autre. Regardez là-bas. Regardez là. Et à force de faire rire les gens, ben, tu sens que ça fait du bien aux gens, on l'a dit. Mais quand tu les fais rire, tu le sens qu'ils te portent dans leur cœur. Et moi, ça, j'ai découvert ça en arrivant ici au Québec. Là, j'avais développé cet art avant de venir ici. Mais avec les Québécois, quand tu les fais rire, c'est écœurant, là. Ben oui, ils vont vouloir te donner la BTB au complet, là, tu sais. On dit, viens, pourquoi on va te donner la Gaspésie? Ça, c'est vrai qu'on aime beaucoup l'humour ici au Québec. Ouais. Ben, moi, je dis souvent, c'est la capitale mondiale de l'humour, le Québec, parce que c'est le seul endroit où tu entends les gens dire « ça sent drôle », ça sent. Faut quand même pousser l'humour assez loin pour que l'humour olfactif, là. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. À moins que ce soit des gaz hilarants, moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait. Ça sent drôle. Oui, c'est vrai qu'on dit ça. Puis est-ce que faire rire, toi, ça te provoque du bonheur aussi? Oui, mais bien sûr. Ben, pour moi, un spectacle d'humour, c'est une thérapie. Une thérapie où chacun pense que c'est lui qui se soigne, en fait. Tu sais, il y a un malade mental sur la scène qui se soigne et les autres qui sont devant pensent que c'est eux qui soignent. Ben, malade mental, j'exagère, mais quand on monte sur scène pour se déshabiller, parce que c'est ça l'humour. Faut être vulnérable. Ah ouais, il faut que tu te déshabilles, là, pas à moitié, là. Parce que le public, chez les animaux sociaux, si on revient au social... tes intentions, les gens le sentent. On a des neurones miroirs. Les neurones miroirs, ça veut dire je connecte avec tes vagues à l'âme devant toi. Nos cerveaux sont Wi-Fi. Quand quelqu'un vit un drame, mettons Camille arrive, puis il y a des problèmes à la maison, puis capote, tu vas le sentir tout de suite. Ben oui. Tu vas le sentir. Ben oui. Parce que tu vas connecter avec ses émotions. J'aime ça comme un Wi-Fi. Oui, c'est un Wi-Fi, les neurones miroirs. Et ça permet de dire aux gens, j'ai besoin de thérapie, tu sais. Non, j'ai besoin de me faire prendre. Les larmes aussi font partie de ça. Les larmes d'émotion, nous sommes les rares à l'avoir, les humains. Ah ouais? Ça, les animaux ne l'ont pas. Hein? Les humains ont les animaux ont des larmes, mais beaucoup plus des larmes, plus de nettoyage des yeux. C'est ça, ouais. Ça, ces larmes-là sont très vieux dans l'évolution. Mais les larmes d'émotion, ça, on l'a développé quand les groupes humains ont commencé vraiment à être énormes. Et qu'on a besoin de modes de communication différents. Le rire aussi, d'ailleurs, notre façon de rire, et de dire aux gens, j'ai besoin d'aide. Quand tu pleures, les gens ont envie, ils connectent avec tes neurones miroirs, puis ils te disent, viens dans le bras. Viens, on va te réconforter. Donc, et je pense que c'est aussi ça, le pouvoir du rire, c'est cette espèce de connexion que ça crée avec les autres, qui donne au rire un grand pouvoir.
c'est fantastique, de pouvoir jouer au chef d'orchestre avec des gens comme ça. Puis aujourd'hui, on pose souvent cette question-là parce qu'on parle ici souvent une thématique, c'est le bonheur. On aborde souvent la thématique du bonheur parce que, tu sais, on vient d'arriver dans la trentaine depuis quelques années, puis le bonheur pour nous se transforme, évolue, change. Et on demande souvent à nos invités, c'est quoi leur vision, leur définition du bonheur? Puis je serais vraiment curieux de t'entendre sur ça. Pour toi, c'est quoi le bonheur? C'est une grande question, je le sais, mais... Ah, c'est bon, mais je pense que... Moi, vous connaissez Boris Cyrulnik, tu sais, Boris Cyrulnik qui a... Boris Cyrulnik a une définition que j'aime beaucoup. Et lui, il dit, on ne devrait pas dire j'ai eu le bonheur. On dit j'ai eu une bonne heure. Une bonne heure. Une heure à la fois. Le bonheur. Parce qu'à partir du moment où on commence à considérer que le bonheur, c'est un état permanent. Je pense que ça peut être trompeur. L'humain, c'est un animal qui a hérité de beaucoup d'oiseaux noirs au cours de son évolution. C'est très difficile de les sortir de nous. Comme quoi, par exemple? L'anxiété, l'insatisfaction. Être anxieux, ça a été important pour nos ancêtres lointains. Quand tu étais dans un environnement où tu as des prédateurs, OK? Ouais. Les plantes vénéneuses, des serpents, des araignées qui sont capables de te tuer, les prédateurs nocturnes, quand tu dors dans une grotte, être anxieux, excusez-moi, être anxieux était important à l'époque. Ben oui. Était important à l'époque parce que si tu devais vivre dans un environnement comme ça, Carl, c'est mieux de choisir un ou une partenaire qui est anxieuse qu'un baba cool. Parce que le baba cool... Tu survivras pas longtemps, peut-être. Non, parce que l'anxiété nous projette devant. C'est la peur du futur. Oui, je regarde dans le futur, c'est bien dit. Ouais. Je regarde dans le futur, qu'est-ce qui peut nous attendre, qu'est-ce qui bouge dans le bois. Hey, si on dort ici, là, qu'est-ce qui va se passer si à un moment donné, la roche avec laquelle on ferme la grotte n'est pas hermétique, si un prédateur nocturne arrive là-dedans? C'est ça. Donc, c'était quand même une particularité de survie. Sauf qu'on l'a transporté avec nous. Puis quand tu parles d'insatisfaction, ça me parle tellement parce que j'ai l'impression que constamment dans ma vie, je suis insatisfait tout le temps. Je réalise de grandes choses, je suis fier de moi, je vis des rêves, je suis heureux, content. Mais je suis quand même plus profond de moi, je ressens quand même une insatisfaction au quotidien. Puis je sais pas pourquoi des fois. Ben parce qu'on l'a tout. L'humain est un animal insatisfait. Regarde Elon Musk. Et on parle de l'arrivée de Trump au pouvoir, là. Elon Musk, il a combien en argent, là? 450 milliards de dollars. Et il continue de courir en disant, j'en veux encore. J'en veux. Et cette génétique-là, on l'a toute. C'est comme si ça finit jamais. Ça finit pas. Ça finit pas, mais quand tu regardes, parce que je pense que quand on veut comprendre l'animal social, il faut l'inscrire dans la théorie de Darwin, dans l'évolution. Parce que l'insatisfaction a permis à nos ancêtres lointains de devenir intelligents. Pourquoi? Parce que quand ils faisaient un petit bateau, tout de suite, ils disaient on veut un bateau un peu plus gros. Ensuite, ils disaient on veut un bateau avec des rames plus performantes. Ensuite, on veut un bateau à 2 étages. On veut un bateau avec des moteurs. On veut un bateau qui fonctionne au charbon. On veut un yacht de 100 millions, un yacht de 500 millions, un yacht de 1 milliard. Et ça finit jamais, jamais. Et donc, ça a permis à nos ancêtres de développer toujours des choses nouvelles, tout le temps. Même manger, quand tu manges quelque chose, le lendemain, tu veux manger d'autres choses. Et ça, on l'a en nous. Le potentiel est en nous. Il y en a qui réussissent à le désactiver. Il y a des moyens. Comment on peut faire, mettons, je sais pas moi, mettons, t'aurais-tu des petits conseils au quotidien quand on se sent... que ce soit anxieux ou insatisfait ou qu'on se sent moins heureux, quel outil on peut avoir au quotidien? Comment on peut arriver à se parler, pour contrôler ça un peu, cette insatisfaction-là? Parce que, avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, c'est difficile pour moi de me lever à chaque matin puis de me dire hey, c'est tellement positif. C'est difficile de rester ancré dans la lumière quand autour de soi, c'est... Il y a un livre de Sébastien Boller qui s'appelle Le bug humain. Le bug humain? Oui, le bug, comme le bug de l'an 2000, le bug humain. Et pourquoi l'humain est un peu programmé pour détruire la planète. Le titre est terrible, mais il reste que
c'est une façon de... Et si tu n'attends pas de lire le livre, j'ai fait un documentaire qui s'appelle 8 milliards d'insatisfaits et qui va être diffusé à Radio-Canada en avril. Oh, OK. Il est déjà sur Explora, je pense. Mais je l'ai fait avec le neuroscientifique français Sébastien Boller. J'ai tourné ça à Paris avec lui. OK. Puis on essaie d'explorer comment on peut faire. Comment on peut... D'où vient la dopamine? Vous connaissez la dopamine? Ouais. Le système dopaminergique. Dans le cerveau humain, il y a un organe qui s'appelle le striatum. Et le striatum, c'est une vieille structure qu'on nous partageons, même les poissons, c'est très vieux. Et c'est elle qui est irriguée par la dopamine quand on a une satisfaction. Mais ça, c'est une drogue, la dopamine. J'ai l'impression que absolument. maintenant, c'est ça, les humains, on est toujours à la recherche de dopamine. Oui. C'est ça qui crée cette insatisfaction-là parce qu'on est toujours à la recherche de cette hormone-là. C'est une hormone qu'on... C'est un neurotransmetteur, mais il y a des gens qui l'appellent une hormone aussi. Okay. Mais la dopamine, ce que ça fait, c'est que c'est la satisfaction de nos besoins de base. C'est ça. Que le striatum assurait. Manger, la sécurité, la reproduction, la recherche du pouvoir. Le pouvoir est à place dans la société. Dans les sociétés complexes, comme les humains, sont faites de milliers d'individus. Quelle est ma place, moi, dans le groupe? Et donc, trouver sa place dans le groupe, c'était important aussi. Alors, chaque fois que nous accomplissons une de ces choses-là, le cerveau, il reçoit de la dopamine qui est sécrétée par une autre partie, mais le striatum reçoit de la dopamine qui lui dit « Hey, ça, c'était cool. Et imagine, et ça renforce ça. Il dit « C'était cool, retiens-le, c'est important d'en faire un peu plus la prochaine fois. » Donc, tu manges un hamburger, le striatum reçoit de la dopamine, te dit « C'est bon, ça. » La prochaine fois, imagine si tu l'avais avec un double cheese, avec des bacon, puis tout. Puis prends-en plus. Quand tu reçois un j'aime, tu reçois 1000 j'aime sur ta publication, ton cerveau te dit, hey, regarde la place que tu occupes dans la société. Tu as une place, les gens, ta communauté t'adore et t'apprécie. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important à parler. Mais est-ce que l'humain confond le bonheur et la dopamine? Oui, c'est pas pareil. Oui, c'est ça. C'est le plaisir. La dopamine, c'est le plaisir. Pour moi, c'est le plaisir surtout. Mais c'est le plaisir instantané. C'est ça. Quand tu achètes une robe, c'est ça. C'est très éphémère. C'est un beau mot, ça. Quand tu achètes la petite robe qui est vendue par une compagnie chinoise, là, que tu sais que tu vas porter ça 5 jours, puis après ça, tu le jettes. Quand elle arrive, tu déballes. Ton cerveau te dit yes. C'est là que tu ressens un bonheur instantané, puis après, puis après, ça, c'est vrai. Ton cerveau te dit autre chose. La deuxième robe, la troisième. Ma grand-mère avait un proverbe. Elle disait, même si l'argent est important, le bonheur acheté est parfois aussi éphémère qu'un pet de lièvre dans une savane. Je sais pas si tu imagines un pet de lièvre dans une savane. Ouais. Ça, c'est ça, on l'entend pas bien. Oui, on l'entend pas puis on le sent pas. Non, on le sent pas non plus. Mais ça dit tout pareil. C'est vrai? Ça dit tout. Mais Sage-femme. Puis ce potentiel-là, on l'a. Toute la gang. Toute la gang, on l'a. Et quand tu comprends les médias sociaux, mettons, l'impact qu'il y a sur les jeunes, il faut l'inscrire là-dedans. C'est des lieux de recherche de pouvoir. C'est des lieux de recherche de se faire valider. Tu sais. Valorisation. Et c'est des lieux où le capitalisme numérique a pactisé avec les neuroscientifiques pour aller toucher les gens là où il faut. Là. Et avec le temps, tu parlais de drogue, mais c'est une drogue. Absolument. Parce qu'avec le temps, tu deviens dépendant de ça. Oui. Tu deviens un junkie de ça. Est-ce que le bonheur, ce serait de se contenter de ce qu'on a, puis arrêter de toujours vouloir plus, puis penser que le bonheur est dans le plus tout le temps? Ah oui, je pense que oui. Ça serait d'être dans la reconnaissance, de se contenter de ce qu'on a? Oui. C'est difficile, je trouve, dans notre ère où on se fait tellement pousser qu'on n'est pas assez, on a besoin de ci, on a besoin de ça, on a besoin de vacances, on a besoin d'une plus grosse maison, un plus gros auto. Oui. Donc, c'est difficile de se ramener à l'essentiel. Fait que moi, c'est là-dedans que j'essaie de faire mon cheminement, que le bonheur doit rester dans ce que j'ai et non dans ce que je pourrais avoir. Et tout le temps penser, je vais être heureuse quand je vais avoir ça, tu sais. Camille, je vais te partager quelque chose que ma mère disait. Elle disait, le bonheur, c'est regarder en bas. OK. Bon, pourquoi? Parce qu'elle disait que les sociétés humaines, c'est comme si on montait sur un arbre, c'est toute la gang. Parce que la hiérarchie, les humains, tu peux pas l'enlever. Ça va comme toujours être là. Ah, c'est sûr. C'est sûr. L'humain est un animal politique.
les chimpanzés, c'est pareil. Ah ouais, hein? Ceux qui sont plus proches de nous, les pactiser, essayer de chercher le pouvoir, puis faire des alliances, puis, tu sais, des fois, je regarde Trump, là, puis je vois vraiment un chimpanzé en action, là. C'est un mâle chimpanzé, tu sais. Mais, ma mère disait, le bonheur, c'est regarder en bas. Pourquoi? Puis maman disait, quand on monte sur un arbre, mais où que tu sois, sache qu'il y a des gens qui sont au-dessus de toi. Tu sais, il y a toujours quelqu'un au-dessus de toi, mais si tu rêves d'être tout le temps en haut, ben, tu vas être malheureux. Regarder en bas, ça veut dire, regarde en bas et regarde les gens qui t'admirent à l'endroit où tu es. Regarder le chemin que tu as fait aussi, le j'imagine. chemin que tu as fait, mais les gens qui sont... qui te regardent et qui t'envient, il y avait... Parce qu'il y en aura toujours aussi. Mm-hmm. Hein? Il y aura toujours des gens qui vont nous admirer ou qui vont aimer, qui vont regarder notre parcours puis qui vont... Espérer être à cette place-là. C'est ça, tu sais. Paulo Coelho avait écrit des phrases que j'aimais beaucoup, mais je pense que c'est pas de lui, mais il a cité son ami qui s'appelle James Cohen, qui a écrit, puis dans ce livre, il disait « Bizarres sont parfois les êtres humains, ils pensent toujours le contraire de ce qu'ils sont. Ils sont pressés de grandir et aussitôt soupirent après leur enfance perdue. Ils perdent la santé pour avoir de l'argent et aussitôt perdent leur argent pour retrouver la santé. Mm-hmm. Ils pensent avec tant d'anxiété à l'avenir qu'ils oublient de vivre le présent et ainsi ne vivent ni le présent ni l'avenir. Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et ils meurent parfois comme s'ils n'avaient jamais vécu. » Ouf. Ça nous décrit pareil. C'est exactement ça. C'est un mot très poétique et on revient à ce que tu disais, Camille, c'est de se contenter des fois, d'être content de ce qu'on a. D'être content de ce qu'on a, ça aide, mettons. Mm-hmm. Ça aide parce que dans la nature, on n'a jamais vu, quand tu regardes, je cite souvent Elon Musk parce que pour moi, c'est ça, là. Dans la nature, tu ne verras jamais, quand tu as 450 milliards, c'est suffisant pour vivre 1500 ans. Puis, alors que ton espérance de vie ne dépasse pas. Et quand tu es prêt à raser des forêts encore pour accumuler de la richesse, tu ne verras jamais un écureuil à l'approche de l'hiver ramasser autant de glands pour remplir le stationnement d'un Costco. La nature, il y a juste l'humain qui fait ça. Et c'est pour ça que des fois, quand on dit nous sommes les animaux les plus intelligents, tu dis non. Jane Goodall, la primatologue britannique, a dit non, on devrait dire on est les plus intellects. Parce qu'un animal intelligent ne fait pas ça. Un animal qui est assis sur une branche et qui la scie tout seul, puis qui sait qu'il va partir avec. Et c'est ça que l'humain fait, en fait. Est-ce que l'intelligence, ce serait aussi de penser aux autres, puis que davantage dans notre ère, en ce moment, on est très individualiste, puis on pense à nous, puis on veut rien manquer. C'est pour ça que les gens, ils en prennent toujours plus qu'ils en ont besoin parce qu'on pense juste à nous, on a peur. Est-ce que ça serait ça un peu l'intelligence? Ça serait d'être plus conscient d'alentour de nous, de vivre plus en société? Ben, moi, je pense que oui. En tout cas, le bonheur, c'est là. Oui. Le bonheur, c'est dans le partage. Oui. Le bonheur, c'est dans le partage puis dans nos relations, nos liens avec les autres. Ah, absolument. Le bonheur, l'enfer, c'est les autres. Là. Cette espèce de citation qu'on attribue à Jean-Paul Sartre, c'est pas le bonheur. L'enfer, ça peut être les autres, c'est vrai. Les autres pour nous faire vivre l'enfer, mais le bonheur, c'est les autres. Tu peux pas te passer... On est des animaux sociaux. Et quand on est arrivé ici, Carl, tu as parlé des fois... Tu as entendu parler de la COVID. Vous avez commencé le BOG. Oui, on a commencé la vie sociale à cause de la pandémie, puis on a appelé ça la vie sociale parce qu'on s'est rendu compte que c'était ça qui nous manquait le plus pendant la COVID, notre vie sociale. Et les répercussions aussi. On s'est rendu compte des répercussions que ça avait sur notre quotidien, sur notre vie, sur notre mood, de ne plus voir des gens. Et à quel point c'est important, cette vie sociale-là. Beaucoup plus qu'on pouvait l'imaginer, je pense. Oui, parce qu'on est des animaux sociaux. Comme les chimpanzés, comme les bonobos, comme les abeilles. On est des animaux sociaux et les animaux sociaux, on a besoin d'interaction. On a besoin de se chicaner, de se toucher. Ça veut dire que tous les animaux là, les insectes que tu viens de nommer, c'est ça aussi? Ben oui. Bien sûr, de se chicaner, de se toucher, même quand on n'est pas capable de sentir quelqu'un, de mémérer, le mémérage. Ah, le mémérage! Ah, ben on est correct. On est bon, ça oui. Vous mémérez, on est en santé des fois? Ben, je pense on le mémère tout un peu. On mémère. Ben, toi aussi, tu dois mémérer des fois. Oui, tout le monde mémère.
Je m'aimère, tu m'aimères, il m'aimère, nous m'aimérons. Ben oui, je pense. Puis mais là, tu me rassures, ça veut dire que ça fait partie, c'est normal que je m'aimère des fois. Ben oui, c'est des contrats. Regarde, quand tu m'aimères avec Camille, Oui, ça arrive. Ça arrive. c'est tu m'aimères sur quelqu'un, c'est parce que tu lui fais suffisamment confiance pour dire je peux y partager ça, on regarde entre nous. Ouais. Ça, c'est des contrats sociaux qu'on signe chez les animaux sociaux. C'est bon, ça, des contrats sociaux. Quand tu m'aimères avec quelqu'un, du gossiping, mais ça sert à ça. Chez les chimpanzés, c'est l'épouillage. C'est comme ça que ça s'appelle? Il y a un anthropologue britannique, Robert Dunbar, qui a dit le mémérage est aux humains, c'est que l'épouillage est aux chimpanzés. Les chimpanzés, quand ils s'épouillent, c'est toujours pour lier nouer des contacts. Si je t'épouille, c'est parce que je suis avec toi, puis quand les choses vont se gâter, je vais être avec toi, puis tu sais que je suis dans ta garde. C'est comme montrer qu'ils ont une confiance entre eux. Oui, bien sûr. Est-ce que tu m'aimerais avec elle sur moi si tu savais qu'elle va tout me couler ça après? Ben non, c'est sûr que non. Bon. C'est sûr que non. C'est vrai, dans le fond, ouais. Ben, c'est un peu ça. Puis je suis curieux de savoir les abeilles, comment elles font, mettons. Mais l'abeille, c'est un animal social aussi. L'abeille, les abeilles, nous, on dit... Il y a une hiérarchie aussi. C'est une hiérarchie, mais bizarrement, ce qu'on pense être une hiérarchie ne l'est pas tant que ça. L'abeille, c'est un animal social. C'est un super organisme, nous, on dit en biologie. C'est-à-dire que on pense que c'est des individualités, mais c'est tous des individus issus de la même maman, la reine, qui est là, qui les a générés. Et les sacrifices sont imposés à certains pour le collectif. Les ouvrières ne se reproduisent pas. La maman dit, OK, je m'occupe de la reproduction, vous vous occupez de vous entretenir la maison, d'aller chercher du pollen et du nectar. Vous amenez ça ici, et puis tu as les mâles qui sont là, qui servent à rien. Non, mais ça fait capoter les humains quand ils ont découvert les abeilles, parce que c'est intéressant. Parce que le patriarcat, quand ils ont découvert les abeilles, la première chose qu'ils ont dit, c'est « ça doit être une société organisée comme ça, c'est dirigé par un puissant roi, c'est sûr. » Et pourtant. Et se sont rendus compte le contraire. Là, ils ont fouillé, puis ils se sont dit « Oh shit, c'est pas un roi, c'est une reine. » Là, ils ont dit « Non, mais c'est une reine, ça se peut pas. » Et là, les scientifiques ont dit « OK, c'est une reine. Si c'est une reine, c'est sûr que les mâles doivent avoir un rôle ils doivent être l'armée qui protège la reine et tout. » Là, ils ont fouillé, ils ont dit « Oh non, les mâles ne sont pas capables de se battre, tu sais. » Ils ont dit « Oh shit, c'est pas l'armée, c'est des Amazones, c'est des ouvrières qui défendent aussi la colonie. » Là, ils ont dit, OK, il reste la sexualité. Je pense que les mâles doivent être vraiment des bêtes sexuelles qui fécondent tout le temps la reine, parce que la reine a fait 2000 œufs par jour. Hein. Ça n'a pas de bon sens. Et donc, ça doit être des bêtes qui fécondent. Puis là, ils se sont rendus compte, oh non, la reine, elle s'accouple une fois au début de sa vie, et après ça, elle garde le sperme pour le restant de sa vie. Donc, ils ont dit, ils servent à quoi? Ils doivent butiner, aller chercher du miel et du nectar, et ils se sont rendus compte qu'ils ont aussi la trompe trop courte pour aller butiner. Ils ont dit, OK, ça sert à rien. C'est ça, là. Ils servent à rien. Fait que ça va rien pantoute. Non, dans une perspective humaine, on dirait qu'ils servent à rien, parce que c'est sûr. Ben oui. On fait toujours la science avec la lorgnette de son époque. Okay. Avec les préjugés de son époque. Et les gens, le patriarcat, pour eux, la société organisée des abeilles ne pouvait être qu'une société patriarcale. Et ce n'est pas le cas. Tous les insectes sociaux sont dirigés par des femelles. D'ailleurs, il faut le rappeler au mâle alpha que dans la planète, il y a beaucoup plus de reines, de femelles qui dirigent que de mâles qui dirigent. Les insectes sociaux sont les plus abondants êtres vivants de la planète. Ils sont dirigés par des femelles. D'accord? Ils sont dirigés toutes par des reines, et ce sont des fantastiques sociétés. OK? Donc, tout ça pour dire, dans le fond, que... Mais pour revenir pour ne pas te faire un cours de biologie, mais pour revenir moi, j'aime ça. Écoute, regarde. Moi, je vais m'inscrire à un de tes cours après, là, c'est sûr. Là, c'est sûr. Mais je veux juste, Carl, revenir on parlait de la pandémie. Ouais. Qu'est-ce que la pandémie nous a rappelé? La pandémie nous a dit, vous avez besoin les uns des autres. Ouais. Beaucoup plus que vous l'imaginez. Même si le capitalisme vous dit, isolez-vous, chacun pour soi, et en mettant des porteurs asymptomatiques en nous, le virus nous a dit, chaque individu que tu vois pourrait être contaminé, et les gouvernements ont dit, OK, on vous sépare les uns des autres. Qu'est-ce que ça a donné? Et tu as fait allusion à ça, Camille. Ça a donné une épidémie de santé mentale. Absolument. Ils disent aussi que c'est la prochaine crise. C'est écœurant. Surtout si les jeunes qui ne pouvaient pas comprendre encore qu'est-ce qui se passe, et à qui on disait, tu pourrais tuer ta grand-mère,
Tu sais, les jeunes c'est qui ont qu'on est aujourd'hui devenu tout 12, un 13 ans, danger. là. Chacun était un danger. T'étais un danger. Oui. On était tout un danger quand en réalité, on l'était pas. Tu sais. Tous les jeunes qui ont 12, 13 ans, là, On va avoir un impact qui n'étaient pas là-dessus. assez vieux pour comprendre. Et c'est écœurant, là, le nombre de jeunes qui font de l'anxiété, mais vraiment beaucoup, beaucoup, et même les plus âgés. Pourquoi? Parce que isoler les gens, Ça tue. c'est la punition suprême chez les animaux sociaux. Je reviens à votre social. Nos prisons sont basées là-dessus. Tu n'es plus digne de fréquenter les murs de la cité, on va t'enfermer. N'est-ce pas ça, là, emprisonner quelqu'un? Ouais. Bon, ben ça, chez les animaux sociaux, c'est la pire chose qui peut t'arriver. Chez les chimpanzés, c'est hyper anxiogène. Quand, mettons, le mâle dominant décide de tuer, là, tu vas te décalisser, OK? Va-t'en là-bas. Parce que Ça arrive. ça arrive. Ils capotent, là. Tu sais, ils vivent des... Mais les chimpanzés, ils ont toujours une réconciliation. Et c'est souvent les femelles dominantes qui arrivent et qui disent « Hey, c'est assez, là. » Ils vont chercher le mâle, chercher l'autre qui exclut, puis disent « Donnez-vous la main, c'est fini. » Et puis, ils vont s'embrasser, puis ça s'arrête. Puis, l'harmonie revient, OK? Donc, tout ça pour dire que on ne peut pas vivre. C'est le bonheur, c'est les autres aussi. Chez un animal social, il ne peut pas, juste tout seul. Est-ce que le C'est bonheur pas- serait aussi dans la résilience? Absolument. Tu parles justement des femelles qui vont prendre les deux hommes puis ils vont dire réconciliez-vous. Oui, Ça serait ça aussi, j'imagine, parce que t'en parles beaucoup de la quête de sens, de la résilience, du oui. sens de la vie. oui. J'aimerais t'entendre là-dessus, justement. Pourquoi c'est si important d'être résilient? Ben, se relever de l'adversité. Moi, je pense que c'est être capable de sortir de l'adversité, là, puis de recommencer à vivre aussi. Ça, c'est quelque chose d'important Mhm. pour nous, tu sais. Puis, c'est pour ça on dit des fois, même l'adversité qui t'arrive, des fois, ça peut t'aider à grandir, tu sais. C'est sûr. Jean-Marc Chaput disait ça. C'est Jean-Marc, je ne sais pas si vous connaissez Jean-Marc Chaput, qui était conférencier, motivateur. Il disait, n'oubliez pas, si quelqu'un te donne un coup de pied au derrière, il t'a fait faire 2 pas en avant. Tu sais. Ah ouais, hein? Hein? Et quand tu as 2 pas en avant, c'est 2 pas en avant sur celui qui t'a donné le coup de pied. c'est caricatural. Mais c'est un peu ça aussi. Mais Parce que ça me fait penser un peu que quand on sort de notre zone de confort, c'est là que la magie arrive souvent. Enfin, oui, il faut. Regarde ce que Trump nous a fait, le Canada. Ouais. Il a décidé de nous dire, OK, on va pas besoin de vous, là. Ouais. C'est comme s'il nous disait, en bon Québécois, désolé pour le sac, décalissé, on n'a pas besoin de vous. On n'a rien besoin de ce que vous avez. Rien. Fait que là, on se sent comme... Il nous a agressés. Ben oui, c'est une injustice. Il nous a agressés. Mais à quelque part, c'est une bonne chose. Parce que le Canada va dire, en se relevant de ça, il va falloir trouver d'autres façons de vivre, de faire vivre notre économie que de dépendre des États-Unis. Puis on est capable. Mais c'est ça, la résilience. Fait que c'est comme si ça économique. nous fait sortir de notre zone de confort Oui. en tant que pays pour pouvoir trouver d'autres alternatives, d'autres solutions. Pour... Exactement. Exactement. Moi, je pense que se relever de l'adversité, ça fait partie des processus aussi pour, tu sais, des Grandir, processus, ouais. grandir, d'accéder au bonheur. Puis il y a beaucoup de... C'est ça. C'est un... C'est pas un safe space, la vie, hein. Puis toi, Boucard, est-ce que tu juges que tu as accédé au bonheur maintenant dans ta vie? Une bonne heure à la fois. T'as écouté ce que je t'ai dit au début? Oui, non, je m'en rappelle, ça va rester ici. Non, moi, Est-ce que tu as plusieurs bonnes heures Oui, quand même. plus qu'avant? Oui, je trouve que moi, je suis en équilibre. OK. Je suis en équilibre. Je suis quelqu'un qui est anxieux dans la vie. Ah ouais? Je suis quelqu'un qui est anxieux, mais qui a trouvé avec le temps des façons de coper. Comment? J'aime beaucoup le mot coper. Oui, c'est vrai. C'est un anglicisme, mais tu copes avec la chose. C'est bon, mais moi, j'aime ça, ce mot-là aussi, Ouais. coper. Oui, Ouais. c'est comme si la main qui rentre dans un gant de latex, c'est... Il faut que tu copes. Il faut que vrai. les deux s'ajustent. Oui. Tu t'ajustes à... Mais tu peux y arriver si tu copes bien. Tu vas y Oui. arriver. Tu vas rentrer. Oui, moi, j'ai des outils. Il faut que tu développes des outils. Comme quoi, mettons? Ben, l'humour, c'est un outil. Mhm. Quand je monte sur scène, c'est pour aller déposer mes angoisses dans une salle, puis dire merci. Puis est-ce que quand tu finis ton spectacle, ils reviennent ces angoisses-là ou tu es capable vraiment Ils peuvent revenir. Ouais. Ils peuvent revenir, mais il reste que ça fait du bien.
C'est sûr. Ça fait du bien. L'écriture. Ouais, il faut trouver un endroit où déposer tes angoisses. Et moi, je suis sûr que ton écriture vient apaiser l'angoisse de plusieurs personnes aussi. Ben, tant mieux. Si ça arrive, ça, c'est un aboutissement. Ça n'a pas été le but premier, mais moi, le but premier, c'est de dire, tout ce qui s'appelle l'immigration, ça m'habite parce que je suis un immigrant, j'ai réfléchi là-dessus en vieillissant, puis un jour, j'ai écrit un livre sur la migration des plantes, pour réaliser que, bon, ben là, on n'est pas les seuls. L'histoire de la planète au complet, c'est une histoire de migration. Et ça, quand je finis de l'écrire, ça me fait du bien. Quand je l'écris, ça me fait du bien. Il y a du bruit. Ça va passer. Oui, en écrivant ça, ça me fait du bien. Quand j'écris sur le rire, ça me fait du bien. Et quand les gens me rencontrent puis disent « Hey, j'ai lu ton livre sur le rire, puis ça m'a fait du bien », ça, c'est juste un plus. Mais moi, c'est vraiment des outils que j'ai. Ce sont des outils. Je formule les choses qui me tracassent et je fais une émission de radio là-dessus. Je fais un documentaire là-dessus. J'écris ça sur un livre, j'écris ça dans une chronique à la presse et je partage ça avec les gens. Ce sont mes outils. Mais je pense que tout le monde a son côté sombre. Tout le monde. Mais je pense aussi que tout le monde a son côté sombre. Je pense aussi. Mais tous ces gens qu'on pense heureux parce qu'on les voit passer. Il y a quelqu'un qui dit ça, qui a dit ça un jour. Donc, c'est trouver des façons d'être dans la moyenne. Moi, je pense que c'est ça qui est important, là. Est-ce que tu as toujours été de nature optimiste dans la vie? Est-ce que j'ai été optimiste dans la vie? Je pense que oui, quand même. Je pense que oui. J'étais optimiste, mais j'étais quelqu'un qui est en action. Ah ouais, hein? L'action, oui. Soulève tes fesses. Oui, mon grand-père disait ça. Poussière au pied vaut mieux que poussière au derrière. Ça veut dire, si tu veux quelque chose, soulève tes fesses de terre puis marche. Moi, ça a été ça ma façon de faire. J'ai grandi dans une famille de gens qui sont jamais allés à l'école. C'est mon père, ma mère étaient des analphabètes. J'aime pas ce mot-là parce qu'ils connaissaient plein de choses. Mais ils sont pas des illettrés, disons. C'est plus beau. Qui élevaient des vaches, des moutons, des chèvres, qui avaient des champs, on cultivait l'arachide, le mil, le sorgho, l'oseille, tu sais. Mais je suis d'accord là-dessus que ça, c'est autant important selon moi. C'est comme... C'était des gens qui travaillaient la terre. Mais qui connaissaient beaucoup de choses. Ils étaient fantastiques. Ils avaient une connexion avec la nature. Mon père, quand il allait au champ, il disait, je vais aller me soigner dans la brousse. Soigner. Il disait pas, je vais aller au champ, je vais aller me soigner dans la brousse. Parce que aussi, c'est un outil pour aider son bien-être. C'était la nature. Tu as tellement raison. Là. Je pense que c'est une des choses que j'aime le plus de toi, c'est ta passion pour la nature, pour la science, ta connexion, ton savoir aussi pour la nature. Puis moi, c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup, à quel point c'est une thérapie aussi, c'est une forme de thérapie pour moi d'aller dans le bois, puis déconnecter, pas avoir mon téléphone, puis juste... ça a l'air un peu des fois coucou, là, mais regarder un arbre pendant 10 minutes, regarder les feuilles, regarder le tronc, tout, tu sais, de vraiment contempler. Je trouve qu'on oublie l'art de la contemplation, puis la nature, c'est ce que ça nous a. L'art de l'ennui. De l'ennui. Le monde, je pense... Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Il faut réapprendre à s'ennuyer. Je pense que les gens ne veulent pas s'ennuyer. S'ennuyer des gens? Non, ce qu'elle vient de dire. L'ennui de s'emmerder, tu sais. Le monde de tellement se divertir. Quelque chose. C'est ça. Je comprends. De prendre un micro, là, de le regarder, puis de juste... si c'était un arbre. C'est ça. OK, c'est ça, de juste... Arrêter de se divertir. La dopamine. Ce que tu viens de dire, pour moi, c'est ça. Ouais. C'est ça, je pense qu'il va falloir reconnecter les jeunes avec la nature. Parce que pour moi, la vie sociale, c'est une vie dans la nature aussi. L'humain a vécu 99% de son existence, la lignée humaine, dans la nature. OK? Avant qu'on commence à s'installer dans des villages, il y a 10 000 ans, puis la révolution industrielle est arrivée, puis on a créé des villes, puis on s'est regroupés, puis les villes ont grossi, et à un moment donné, on est resté coupé de la nature. On a coupé, on est tellement coupé de la nature qu'on dit, OK, on fait plus partie de la nature. On fait des sciences humaines et des sciences de la nature. Comme si l'humain ne faisait pas partie de la nature. Hein? Mais on en fait partie. Mais ça marche pas. Ben tous nos problèmes,
tous nos problèmes aujourd'hui doivent en partie à ce que tu viens de dire. Cette coupure avec la nature. Et il y a un terme aujourd'hui, le syndrome du déficit de nature. OK? C'est un terme scientifique aujourd'hui qui est reconnu. Et la biophilie. La biophilie, vous ne pouvez pas vous couper de la nature aussi drastiquement sans en payer le prix. C'est impossible. Parce que la nature nous soigne. Les arbres dont tu parlais nous soignent. Pas juste par la beauté. Pas juste parce qu'ils nous nourrissent aussi. Parce que nous, on ne fabrique rien là. Tout ce qu'on mange vient des végétaux. C'est vrai. Okay? Qui sont capables de prendre l'énergie solaire, les ingrédients dans la terre et fabriquer des graines, des légumes, toutes les vaches mangent, c'est les végétaux qui nous nourrissent. Mais ça va plus loin que ça, c'est que juste d'être dans la nature, c'est démontrer que ça apaise l'anxiété, OK? Les sensations de dépression, ça renforce le système immunitaire. Les plantes produisent des composés qu'on appelle les phytoncides, OK? Qui renforcent le système immunitaire, bizarrement, qui renforcent notre système immunitaire. Et tout ça, quand on décide qu'on se coupe complètement de la nature avec nos enfants, c'est sûr que les maladies ne sont pas loin. Et c'est démontré noir sur blanc. Aujourd'hui, au Japon, il y a une science qui s'appelle la sylvothérapie. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Non, mais on est allé au Japon. Hein? On est allé au Japon, en tout cas. Oui, mais vous regarderez ça, parce que même ici, ça se fait. C'est la thérapie par la nature. Tu arrives, puis tu as des symptômes, puis le médecin te dit, tiens, ta prescription, va dans le bois. Ah ouais. Va dans le bois et tu vas voir là fréquente le bois de façon quantitative et qualitative et ton sort va s'améliorer. On ne peut pas. On ne peut pas se couper de la nature sans avoir des problèmes sociaux, des problèmes de santé mentale. Donc, une fois par semaine, une fois semaine minimum, il faudrait conseiller aux gens, là, aller passer une bonne journée là, en forêt ou sur le bord de l'eau. Déconnecte, c'est ça. Déconnecte et va quelque part. Je pense que plus grand que ça, quand tu te connectes réellement à la nature, il y a comme ton ego qui part aussi. Puis j'ai l'impression que l'ego, c'est un gros problème dans notre société aussi. J'espère. Regarde les arbres. Quand tu regardes un vieil arbre, ma grand-mère disait ça, pour apprendre l'humilité, il faut se coucher sous un baobab. Couche-toi sous un baobab et regarde en haut. Et tu vas aller apprendre ce que c'est que l'humilité. C'est vrai. Les arbres, il y en a qui ont 6000 ans, sont là. 6000 ans, tu t'imagines? On a découvert aux États-Unis une communauté forestière qui s'appelle Pando et dont les plantes, la plante originale a 80 000 ans. C'est le clone original, 80 000 ans. Ça veut dire que ce clone-là était là à l'époque où l'homme de Néandertal fréquentait l'Homo sapiens. Ils sont là encore. Tu regardes, il y a des plantes qui ont 10 000 ans d'âge. 9 000, 6 000. Puis nous, on croit qu'on connaît tout. Leurs graines, des fois, tu as des graines qui ont 2 000 ans, 6 000 ans, 10 000 ans qui sont encore là et qui régerment encore. Et quand tu disais l'ego, c'est important ça. Les plantes, leurs premiers ancêtres se sont aventurés sur les continents il y a 400 millions d'années. 400 millions, tu t'imagines? C'est beaucoup. L'humain, à quel âge? 300 000 ans d'âge. OK. 400 millions versus 300 000 ans. Ils ont vu neiger, là. Ils ont vu neiger. Alors, quand tu te promènes dans le bois, moi, je pense que c'est toute cette pédagogie qu'il faut refaire avec les jeunes. Toute cette pédagogie pour leur dire, votre salut, ça passe par ça. Aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on observe, c'est qu'il se développe ce qu'on appelle une biophobie, même chez les jeunes qui sont accros aux écrans. Hein? Ils ont peur de tout. Il y en a qui ont peur des fleurs, qui ont peur des insectes, qui ont peur des abeilles, qui ont peur des plantes même. Il y en a qui ont peur des arbres. Toutes des nouvelles peurs qui apparaissent, qui n'existaient pas chez l'espèce humaine. C'est triste. C'est d'une grande tristesse. Tu sais, c'est la peur des araignées, on peut comprendre, la peur des serpents, mais avoir peur des fleurs. Il y en a même qui ont fait des sondages, puis tu as des jeunes qui disent on devrait exterminer tous les insectes de la planète. Pour avoir la paix, tu sais. C'est leur vision. Parce que c'est l'éducation aussi, j'imagine, là-dedans, qui manque un petit peu, tu sais. Oui, c'est sûr. Moi j'ai une question qui me passe par la tête en ce moment. Avec toutes les connaissances que tu as, puis cette passion que tu as pour la nature, puis en fait, tout ce qui est plus grand que nous, qu'est-ce que tu aimes le plus de la nature? Mettons que tu devais nommer une seule chose.
Qu'on devrait tous savoir, peut-être? Ouais, ou tu sais, quelque chose, une leçon que tu as apprise de la nature qu'on pourrait tous se servir dans notre vie au quotidien. C'est quand même... Je pense qu'il y en a beaucoup. L'humilité dont tu parlais, la résilience. Si tu veux apprendre la résilience pour de vrai, là, observe les plantes. Mm-hmm. On les a négligés, les arbres. C'est l'humain et zoocentré. Zoocentré, ça veut dire que les animaux nous intéressent plus que les plantes. On est, si tu tues un chat ici, là, tu vas faire les nouvelles. Ouais. Okay? Si tu coupes un grand arbre, il n'y a personne qui va chialer. Même si l'arbre a 400 ans, il n'y en a rien à foutre. Mais le chat, où tu tues un petit oiseau, les parents vont te chicaner, mais tu peux partir avec une machette, raser les arbres, il n'y a pas de problème. On a l'impression que ce n'est pas des êtres vivants. Parce qu'ils n'ont pas de yeux, pas de cerveau. T'sais. Voilà, pas d'yeux, pas de cerveau, ils ne bougent pas. Donc, et l'humilité, quand je parle de la résilience, regarde un pissenlit. Si tu veux apprendre la résilience, regarde le pissenlit. Le pissenlit, tu le coupes, il va repousser. Tu peux essayer tout ce que tu veux, tu peux rien, ils vont revenir. Tu ne peux pas. Même si tu inventais une tondeuse à guidage satellitaire par Starlink, okay. Il va pousser pareil. Il va pousser, il va faire ses akènes, il va partir, tu vas essayer de les éradiquer, ils vont revenir. Une plante, tu peux couper 90%, 95% de la plante et il va repousser. Essaye ça avec un humain. Juste, ben, ça fait réfléchir, c'est sûr. Tu tires sur le cœur, il est fini, l'humain, il est compartimenté. C'est le cerveau, le cœur. Les plantes n'ont pas ça. Les plantes, ils ont compris que si tu veux être résilient, il ne faut pas que tu aies des organes vitaux. Il n'y a pas d'organes vitaux. Même les organes sexuels sont juste temporaires. Ils font des fleurs, font des enfants, fini. Alors que l'humain, si tu tires sur le cœur, tu es fini. Si tu tires sur ta tête, tu es fini. Okay? Mais les plantes ont appris à coper avec les difficultés de l'existence. Et ça, on ne l'a pas regardé. Ça, pour revenir à ta question, je pense qu'apprendre la résilience, ce serait ça. L'humilité, redécouvrir la beauté aussi. C'est magnifique. Ça me fait penser quand je suis allée au Costa Rica en début du mois de janvier, puis ma psychologue m'a fait un défi, m'a donné un devoir. Oui. Elle m'a dit, prends des photos de ce que le courage et la résilience ressemblent pour toi. Oui. Puis pendant les journées qui suivaient, je me posais des questions, tu sais, puis qu'est-ce que je pourrais prendre en photo? Puis il y a 3 choses que j'ai pris en photo. 4 choses. Le sunset, donc le coucher de soleil. Oui. Pour moi, ça faisait partie de la résilience de on se couche, mais le lendemain, c'est une nouvelle journée. Oui. Les vagues, oui. Parce que bon, c'est toujours une nouvelle vague à chaque jour. Oui. Ça n'arrêtera jamais. Ça n'arrêtera jamais. Des fois, tu vas te faire frapper par une vague, puis ça recommence. Oui. J'ai pris une plante qui était dans du sable. On était sur la plage, puis il y avait juste une petite fleur qui avait poussé en plein milieu du sable. Oui. Pour moi, ça, c'était le courage, c'était la résilience. Absolument. Et en dernier, c'était un arbre, un gros arbre, justement, parce que ça m'a fait réfléchir aux feuilles pendant les saisons ici qui tombent. Puis c'est comme pour moi aussi, ça fait partie de la résilience, de laisser tomber tes feuilles pour te régénérer, pour une renaissance un peu. T'sais. Absolument. Donc, tout ça, c'est la nature qui m'a fait porter cette réflexion-là. Écris un livre là-dessus. De toutes Toi, ces choses-là. livre. Écris un texte sur chaque truc que tu as photographié. Écris-le pour les enfants. OK? Ce que tu viens de dire est fantastique. Prends chaque élément à la photo et écris un texte là-dessus pour raconter pourquoi. Pourquoi ça? Et tu vas voir. Ça va faire du bien aux enfants. Moi, j'ai comme ce feeling-là, je le ressens beaucoup avec l'eau. Ah, tu vois? Pourquoi? Moi, j'adore être dans l'eau. J'adore On dirait que l'eau peut être tellement dangereuse pour l'humain, mais en même temps, sans eau, on n'est pas là. Ouais. Il y a quelque chose de... Il y a l'infini aussi. Oui. Comme l'infini de possibilités. La force et la douceur, c'est comme tout est... Tout est... La force, en fait. C'est l'origine. C'est l'origine. Tu sais, la vie, quand on regarde, le consensus scientifique veut que la vie soit apparue il y a un peu proche de 3,7, 3,8 milliards d'années, OK? Mais les 3 premiers milliards de la vie sont déroulés juste dans l'eau. Oui, c'est ça. Juste de l'eau. Oui. Juste dans l'eau. Il n'y avait pas de vie terrestre, vraiment. Et puis, 3 milliards, puis après ça, les animaux ont commencé à conquérir la terre ferme, tranquillement.
c'est documenté, c'est conquérir la terre ferme. Mais quand on a quitté l'eau, on ne l'a pas abandonné, en fait. Je disais aux étudiants, on n'a pas quitté la mer, on l'a enfermé à l'intérieur de nous, en sortant. C'est devenu du sang, des liquides physiologiques salés qui baignent nos cellules et circulent dans nos vaisseaux sanguins. Quand tu les regardes, ça ressemble à des rivières, les vaisseaux sanguins. C'est vrai. Et cette dépendance à l'eau explique aussi encore aujourd'hui que nos enfants grandissent dans une mer intérieure qui s'appelle le liquide amniotique, n'est-ce pas? Oui. Et quand on est triste, qu'est-ce qui arrive? C'est cette mer qui sort de nous, c'est pour dire aux autres, j'ai besoin. C'est tout salé, qui s'écoule de nos visages. D'ailleurs, on dit quand tu as le vague à l'âme, le vague à l'âme. Et donc, l'eau et nous, c'est comme ça. C'est notre mère. On dit notre terre-mère. C'est une fausse. C'est notre mère. On devrait dire notre mère. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Mon ami Francis Reddy aussi est comme ça. Il est très actif. Mais quand tu le déposes dans l'eau, tout de suite, j'ai dit à Francis, c'est éclairant, on dirait quand tu rentres dans l'eau, tout de suite, là. Ah ben oui. Oui. Tout de suite, c'est comme si ses chakras sont alignés. Ah mais moi je sens ça à 100%. Oui. C'est même un inside avec tous mes amis parce que on m'a même dit que je devrais partir un compte Instagram avec toutes les étendues d'eau dans lesquelles je me baigne parce que moi, je pourrais me baigner partout. Moi, j'adore être dans l'eau, j'adore l'eau. Oui. Je pense que quand je suis dans l'eau, tout s'aligne. Oui. Un enfant venu des flots qui garde dans son souvenir intérieur cette mémoire du passé. C'est ça. C'est ça, un humain. Et je pense que tout ça, tu peux l'interrelier. Tu disais, Camille, qu'est-ce que la solidarité. J'ai oublié de te parler de solidarité. Pour moi, la nature, c'est un lieu de solidarité. Et on revient à la vie sociale, le besoin des autres. Il n'y a aucun... Tu sais, quand on étudiait les sciences de la nature, on s'est basé beaucoup sur la compétition. C'est un défaut un peu du darwinisme. C'est pas un défaut. Darwin était un individu génial. Mais il fonctionnait avec les connaissances de son époque. Et il était obsédé par les animaux à l'époque. Donc, on voyait les compétitions. Mais même là où on pensait que c'était une compétition, c'est très rarement ça. Quand tu regardes les animaux, mettons, comme les loups, les trucs, on a l'impression que c'est tout le temps la compétition. C'est pas ça. Mais l'erreur qu'on a fait, c'est de ne pas avoir regardé les plantes. Parce que notre planète est une planète végétale. C'est pas une planète animale. 80% de la biomasse de la Terre, c'est des plantes. Après ça, le deuxième qui vient en termes d'importance, ce sont les bactéries. On oublie le troisième, c'est les champignons. OK? L'humain, il y a une biologiste norvégienne qui disait s'il y avait un parlement de la biodiversité, OK? Où on est représenté par des élus, l'humain n'aurait pas d'élus. On est trop petit pour avoir un élu, on n'aurait pas. Même si on s'associe à tous les mammifères, on n'aurait pas un élu. OK? Les plantes, c'est leur milieu. Et le succès des plantes, ce qui a fait qu'ils forment 80% de la biomasse, c'est la solidarité. Ce n'est pas des individualités. C'est une économie de partage. Il y a de la compétition, c'est vrai, entre les plantes. Mais la grande majorité repose sur l'économie de partage. Parce que quand tu vois un vieil arbre comme celui que tu as photographié au Costa Rica, les arbres reposent sur un Internet de champignons. On appelle ça le Wood Wide Web. Okay? Le triple W de la forêt. Wood Wide Web. Les champignons forment un réseau souterrain qui collabore avec les plantes. Et quand je dis champignons, je ne parle pas de ce qu'on cueille pour manger, là. Ça, c'est l'organe reproducteur, OK? Oh, OK. Oui, c'est des testicules ou je ne sais pas quoi. En tout cas, c'est ça. Ah, c'est ça? Oui, c'est des... Je savais pas que c'était... On appelle ça le sporophore. Les champignons, ce que j'ai mangé hier soir, c'était une tonne de... Les organes reproducteurs. Plein de testicules. Oui, c'est les organes reproducteurs. Mais le vrai champignon, c'est des filaments qui sont en bas. Et quand vient le temps de se reproduire... Ben, ils sortent cet organe-là qui permet d'envoyer les spores. Les poussières, oui, la poussière, les spores. OK. J'ai vu un documentaire sur les champignons qui était hyper intéressant, qui ont comme leur propre langage, leur propre communauté. C'est des humains, là, quasiment. Là. C'est une espèce... C'est pas des humains, mais il reste qu'ils ont une intelligence. Oui, c'est ça. Qui leur est spécifique et collaborent avec les plantes. Ils connectent avec les racines des plantes et disent, OK, on va aller chercher les ingrédients, on t'envoie ça. Tu vas faire la photosynthèse, puis tu nous retournes une partie des sucres en bas. D'accord? C'est fou. Et les plantes, mais oui. Certaines plantes vont retourner jusqu'à 1/3 des produits de la photosynthèse aux champignons dans le sol.
pour leur dire, tiens, les amis, et c'est ça l'économie de partage qui a fait le succès des plantes. Okay? Ben oui. Parce que les champignons étaient là bien avant les plantes sur la terre. Et quand les plantes sont sorties de l'eau, ils étaient accueillis par les champignons et les lichens. Okay? Lichen, c'est un mélange entre un champignon et une algue. C'est un individu. Mousse, la petite mousse qu'on trouve sur les troncs d'arbres. Oui. OK, ça, c'est une économie de partage. C'est un champignon, une algue qui sont mis ensemble. Qui ont fait un bébé. Oui. Et ils ne font pas un bébé, ils vivent ensemble tout le temps. Ils sont interconnectés, ils ne sont plus inséparables du tout. OK? Et qui font que le champignon va chercher dans la roche ce qu'il faut et l'algue fait la photosynthèse et ils se partagent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on devrait s'inspirer de ça. Absolument. Ben oui. Ça. Et ce qui a fait que la vie est apparue sur les continents, parce qu'elle était dans l'eau pendant, je te l'ai dit tantôt. 3 milliards, c'est ça. C'est que les lichens, on pense qu'ils étaient les premiers qui sont sortis de l'eau. Et pourquoi sont sortis de l'eau, les lichens? Parce qu'ils avaient une compétence double. Tu sais? C'est-à-dire que le champignon était capable de dissoudre la roche dure et l'algue était capable de faire la photosynthèse. Et en faisant cette dissolution de la roche, les lichens auraient créé les premiers sols sur le continent qui permettront aux plantes, les premières formes de plantes de pouvoir s'enraciner. Donc, la vie doit beaucoup au partage, à la solidarité, à l'économie de partage. Et je pense que la planète, on ne pourra pas vraiment s'en sortir. On dit sauver la planète, mais on n'a pas besoin de sauver la planète. Non, la planète va se sauver elle-même. Non, nous, il faut se sauver. C'est nous qu'il faut se sauver, pas la planète. Oui. Et si, dans tout ce que tu viens de dire, j'intègre les animaux là-dedans, j'ai l'impression que les animaux ont bien plus une solidarité envers la nature que nous. Là. Oui, parce que les animaux, ils ne font pas ce que Elon Musk fait. Non, c'est ça. Ou les milliardaires qui sont autour de Trump, là. C'est accumuler suffisamment de ressources pour vivre 2000 ans. À quoi ça sert? Même les prédateurs, les plus redoutables, quand ils sont repus, ils se couchent. Une gazelle pourrait passer à côté, ils vont dire, attends. Tu sais, nous, on n'est pas comme ça. On est flanqué d'une génétique d'insatisfaction terrible qui nous... Puis même là où on pense que c'est de la compétition, j'attaque souvent les mâles alpha. Ils me reviennent dessus souvent aussi. Mais même là où ils pensent que c'est de la grosse compétition, c'est pas toujours ça. Les loups, c'est une solidarité de partage. Bien plus qu'un dictateur qui est en haut, qui impose aux femelles par la force sa puissance en disant c'est moi le boss, couche-toi. Les animaux qui sont comme ça n'existe pas vraiment. Donc, les animaux n'auraient pas d'ego non plus, parce que j'ai l'impression que d'être en compétition, c'est souvent une guerre d'ego, là, veux pas, de dire je suis le meilleur, je vais te battre. Ça, je pense que c'est nous, là. C'est ça. L'ego, là. C'est nous. Oui, l'ego, je pense que c'est l'humain beaucoup plus. C'est ça, donc les animaux en ont pas vraiment de... Les animaux, ils comprennent à un moment donné que ça sert à rien de se battre. Ah, c'est ça. C'est. Oui. Éviter le combat, là, c'est ce qu'il faut. C'est très populaire dans le monde animal. OK, on va faire on fait nos parades, là, mais à un moment donné, les gars, ça vaut-tu la peine? On arrête ça, là, c'est fini. Le temps passe vite en bonne compagnie. Moi, je pourrais... T'en donnes-tu des cours? On peut-tu s'inscrire à quelque part, Boucard? Ouais, moi et Camille, on va être first row. Mes cours sont là. Les cours, c'est ça. Là, mais moi, j'ai plus de cours en personne. Là. Non, je donne plus de cours, mais mes spectacles, c'est toujours un cours de sciences. Toutes les spectacles. C'est vrai. Oui, puis là, t'es jusqu'en octobre, t'es encore en spectacle, là. Oui, je fais un spectacle qui s'appelle Nomo Sapiens. Oui. Qui porte beaucoup sur l'intelligence humaine et la stupidité. L'intelligence artificielle et la stupidité naturelle. Et donc, les spectacles que je fais sont... C'est ça un peu. Les émissions de radio que je fais, c'est ça. Ce que tu écris aussi. Les documentaires, les écrits. Donc, je donne je continue de donner des cours, mais à un public plus large. Et un public qui ne peut pas lever la main pour t'emmerder dans une classe. C'est bon, ça. Puisque le temps passe très vite, il y a quelque chose que je voulais aborder avec toi en dernier. Tu as écrit un livre en 2022, Ce que la vie doit à la mort. Oui. Suite au décès de ta mère. Puis tu semblais vraiment très proche de ta mère. Tu l'as même cité tantôt. Ta mère, c'était quelqu'un qui était très important pour toi. Puis c'est quelque chose qu'on a parlé si souvent ici, le deuil, la mort, le fait que effectivement, on va tous mourir. C'est quelque chose je veux dire, ça va tous nous arriver. Est-ce que
la mort doit donner un sens particulier à notre vie. Comment on doit naviguer avec ça, le fait qu'on sait qu'on va mourir, tu sais? Ouais, ça, c'est un des drames de notre espèce. C'est d'avoir la conscience de sa finitude, tu sais. Il y a nous, on soupçonne que les chimpanzés ont ça. Les éléphants, c'est démontré que probablement ils l'ont. Ça, là, c'est quoi? De quoi? Qu'ils savent qu'ils vont mourir? Oui, de vivre le présent, de se souvenir du passé et de regarder dans le futur. Ça, c'est quelque chose, là. Parce que dans le futur, qu'est-ce que tu vois? Tu vois la maladie, la vieillesse, la mort. Et ça nous a rendu intelligents, ça aussi. Je parlais de l'insatisfaction, mais la peur de la mort nous a poussé à nous surpasser cet écœurant-là, à se gratter la tête parce qu'on ne veut pas mourir, on ne veut pas être malade. Regardez juste le nombre de disciplines qu'on a inventées en médecine, là. Tout ce qui s'appelle les vaccins, la microbiologie, l'immunologie, tout ça pour retarder, toujours retarder la mort. Mais cette conscience de la mort a été quelque chose pour l'espèce humaine une source de grande créativité. Mais on ne peut pas y échapper. On ne peut pas y échapper et chacun cherche son réconfort à sa façon. Tu sais, il y a des gens qui disent « Ok, moi je vais mourir, mais je ne mourrai pas. » Parce qu'il y a un autre monde parallèle. Moi, mes parents étaient des croyants. Mon père était un croyant, ma mère était une croyante qui priait, Et ça, je trouve ça fantastique. Il y a des gens qui apaisent l'angoisse de la mort avec ça. Il y en a comme moi qui croient à Darwin, à l'évolution. Et qui disent c'est la mort qui a créé la vie. Moi, c'est la mort qui a créé la vie parce que regarde autour de nous, c'est toujours la mort qui fertilise la terre pour revenir, les autres reviennent. Puis est-ce que tu as un côté, j'imagine que oui, tu as un côté spirituel en toi? Parce que j'ai l'impression que tu es quand même assez réaliste au fait que tu connais tellement de choses sur la nature, puis sur le monde, sur l'existence que est-ce que c'est possible pour toi de croire en quelque chose qui est plus grand que nous? Ben moi, je crois aux champignons, aux lichens, je crois aux arbres, je crois aux bactéries. À chaque fois, je crois aux abeilles. Moi, voir un bourdon, ça m'émeut. Ça va chercher chez moi quelque chose d'extraordinaire parce que quand je le regarde, j'imagine comment ils sont apparus et comment les plantes ont collaboré avec eux pour se faire féconder sans bouger, c'est les abeilles. Et moi, c'est là où tu dis, est-ce que tu es quelqu'un de spirituel? Moi, c'est ça qui m'aime profondément. C'est ça ta spiritualité à toi profonde. La spiritualité, c'est quelque chose qui me chamboule. Vraiment. C'est quelque chose qui t'émeut pour le vivant. Regarder dans le vivant puis de connecter avec des choses que tu dis, que c'est extraordinaire. C'est vraiment là. Comment la sélection naturelle a pu générer des choses aussi extraordinaires. C'est la perfection qui a été fignolée sur des dizaines de millions d'années. Là, tu regardes ça, tu dis, un bourdon, c'est qu'un bourdon. Les grosses abeilles que tu vois, là, tu les regardes, puis tu dis, mon Dieu, que c'est fantastique. Est-ce que ça t'impressionne plus, les petits insectes comme ça, que les gros animaux, par exemple? Les deux. Tu sais, quand tu parlais des éléphants tantôt, justement, moi, je trouve ça absolument fascinant qu'on peut se rendre compte qu'ils pourraient avoir cette même capacité-là que nous, tu sais. Au sens où ils savent que ça s'en vient, tout ça, la mort, absolument. Par exemple. Ils faisaient des choses tu sais, des fois, on a l'impression qu'on a inventé des choses. Mais en réalité, quand tu regardes dans la nature, tu te rends compte qu'il y a les éléphants, ils écoutent la terre avec leurs pieds, tu sais. Ah ouais? Oui. Quelqu'un peut émettre un son à 10 km, puis les écouter passer par les pieds, puis ils vont l'entendre. Regarde un chien. Le chien. Le chien, tu l'amènes, il fait juste sentir, puis il décode tout. Tu sais, est-ce que l'humain est capable de faire ça? Non. Il sent l'urine, puis il sait exactement un individu est passé là à telle heure et quel est son état de dominance. Tu sais, c'est fantastique. Tu as des papillons qui sont capables de sentir la présence d'une femelle à 10 km, tu sais, avec les phéromones. Ça veut dire quelqu'un, tu rapportes ça à la taille de l'humain, là, ça veut dire que nous, on est assis ici, puis on entend des gens murmurer en Chine, tu sais. Puis ça existe, tout ça existe. Et je t'ai parlé de l'Internet. Ouais. Mais le réseau souterrain des champignons, c'est un réseau Internet. Hein. C'est des communications, des réseaux de partage aussi, mais de compétition, et qui existaient bien avant que l'humain soit en projet. Et tout ça existe, et tout ça, quand tu le regardes, on revient à l'humilité. On revient à l'humilité, puis on revient aussi à l'extraordinaire, le spirituel. Moi, mon spirituel, je le trouve là. Pour vrai, là. Parce que
il y a des choses qui sont très difficiles à expliquer aussi, malgré le fait qu'on a des connaissances très avancées en sciences. Des fois, arrive un moment où tu regardes ça, tu te dis c'est beau. C'est magnifique. S'émerveiller. Oui, c'est extraordinaire, ça s'arrête là. C'est ça, pour moi, ça, c'est la spiritualité. C'est extraordinaire. Puis ça, ben, c'est quand même fascinant que tu dises ça en connaissant autant de choses. Ça veut dire que parce qu'en plus tu connais des choses, plus tu te rends compte que tu connais rien. Ça, c'est quelque part. Ouais. On connaît rien, en fait. Moi, je connais pas tant de choses que ça. Ben plus que moi, Boucard, quand même. Non, je suis curieux. J'ai une curiosité pour la biologie qui fait que t'as pas le même âge que moi. Moi, je suis dans la soixantaine, tu es dans la trentaine, OK? Oui. Et que moi, j'ai passé ma vie, même enfant, j'ai passé ma vie dans la nature. J'étais berger jusqu'à l'âge de 17 ans. Suivre les animaux, écouter les oiseaux, regarder, d'avoir cette curiosité de dire, regarde la fleur, fais ça. Et tout ça m'a amené vers la biologie qui est une passion pour moi. Donc, je lis énormément. C'est juste ça, là. C'est juste ça. Je lis énormément et j'ai peut-être la chance d'avoir un cerveau qui permet de retenir les choses. De retenir les choses qui m'intéressent. Et quand vient le temps de les partager, peut-être aussi de dire, je pense que ça va intéresser les gens. C'est juste ça, là. C'est juste ça, mais... Ben, c'est juste ça, mais c'est beaucoup pour nous, puis pour les gens qui nous écoutent en ce moment. Je suis pas mal certain de ça. Mais ma mère disait, l'intelligence, si c'était à vendre, il ne trouverait pas d'acquéreur. Il ne le trouverait pas. Chacun a son intelligence. Puis, essaie pas de convaincre l'autre qu'il y a besoin que tu en vendes, tu sais. Puis moi, je pense que c'est vrai. Chacun a son intelligence dans un domaine qui lui est spécifique et dans son champ d'intérêt. Puis, je pense que la vérité jaillit de la confrontation de nos intelligences réciproques. Je pense. Je vous ai raconté plein de choses, mais peut-être que ce que je vous ai raconté, il y a des parties de ça qui, dans 2 ans, dans 1 an, la science va dire c'est pas vrai ça. C'est comme ça la vie. La vérité est dans les nuances de gris, tout le temps. La vie est dans les nuances de gris. Toute la vie est dans les nuances de gris. C'est pas de gauche, droite, homme, femme. Tout ça est dans les nuances de gris. Tout ce que tu touches dans la vie, dans la nature, est dans les nuances de gris. Tu sais, même les êtres vivants qu'on pense que je suis un humain. Moi, je te dis non, tu n'es pas un humain. En réalité, si on rapportait, il y a au moins 10 cellules bactériennes par cellule humaine dans le corps humain. Et rajoute les virus, les protozoaires qu'il y a là-dedans. Chaque être vivant est une communauté. Et c'est la solidarité avec tes colocataires qui va faire que tu es en santé. Tu es ta propre société, dans le fond. Tu es ta propre société et ta société, tu as besoin des autres. Si on t'enlève ton microbiote, tu es cuit. Ça veut dire que les bactéries ont un rôle dans ton corps. Les virus ont laissé des traces dans ton ADN. 8% de l'ADN des humains, c'est de l'ADN viral. OK? Les bactéries sont importantes pour nous, pour la santé des enfants, pour faire des bébés. Ils passent par le lait, ils s'en vont dans la bouche de l'enfant qui tète. Et donc, tout ça forme une société. C'est social. Et cette société-là, la seule façon d'être en santé physique et mentale aussi, on revient à la santé mentale. Mais le microbiote, c'est important de l'entretenir si tu veux rester en santé mentale. Parce qu'au début, on pensait que les bactéries étaient juste dans notre ventre, ça s'arrêtait là. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont connectés avec notre cerveau. Et que la sérotonine, qui nous rend heureux, parce que le bonheur a une molécule, la sérotonine, la très grande majorité de la sérotonine est synthétisée au niveau de l'intestin. On le sait maintenant, ce n'est plus au niveau du cerveau. Ça veut dire qu'il y a un lien entre le bonheur et le microbiote qu'on héberge. Donc, tout ça pour revenir à ça, moi, j'ai aimé ça, c'est pour ça que je suis venu. Social. D'accord? Ben, je suis content que tu aimes ça. Oui. Social, ça veut dire qu'on est tous des sociétés. Oui. Et c'est seule l'économie de partage entre nous et ceux qui nous habitent pour nous mener vers la santé physique et mentale. Mais c'était ça ma dernière question pour terminer. C'était dans ces temps d'incertitude où on se sent pas toujours bien avec ce qui se passe autour de nous, puis on voit que je dirais que la haine revient, qu'on recule en arrière souvent comme société. Qu'est-ce qu'on peut faire individuellement
au quotidien pour soi quand on sait que c'est plus grand que nous, tout ce qui se passe, qu'on peut pas arrêter. Tu sais, moi, je peux pas me lever un matin et dire, ben là, Donald, arrête de faire ça, arrête de dire ça, arrête de... Comment je peux faire au quotidien pour, quand je me lève chaque jour, de trouver réellement un sens à ma vie puis de me sentir mieux au quotidien, tu sais? Ben, moi, je pense que c'est en misant sur les gens qui sont autour de nous, surtout. Parce qu'il y a des choses qu'on peut changer, mais on ne peut pas appeler Donald puis lui dire, hey, tes politiques d'exclusion, on pensait que c'était fini, là. On pensait que tout ça, là, on pensait avoir laissé ça derrière nous. On ne peut pas faire ça. Mais je pense que c'est miser sur les autres. La lumière qu'on partage à chaque jour avec les autres. Sur les autres. Puis aussi essayer de militer politiquement. Parce que la politique, c'est important. L'humain est un animal politique. Si tu ne milites pas politiquement, ben, la politique va décider à notre place. Regarde les Américains, ce qu'ils ont fait. Ouais. Regarde tous ces individus qui sont arrivés et qui retournent les droits des minorités sexuelles et des femmes à l'âge de pierre. Personne ne pensait ça. Non. Personne. Et Donald Trump est arrivé avec des idéologues qui, pour eux, la vie, c'est noir et blanc. Il faut leur redire ça. Tout ce que vous touchez, la vie, c'est toujours dans des nuances de gris. Tout le temps. Tout le temps. Tout ce que vous touchez, c'est dans des nuances de gris. C'est quand tu regardes des gens, les masculinistes parler de la testostérone. C'est la testostérone, puis dominer, puis grossir les muscles. Puis moi, je leur dis des fois, vous savez, si tu prends les hormones sexuelles, on est tous des hermaphrodites. La testostérone, ce n'est pas une hormone masculine. Non, les femmes aussi en ont. C'est une hormone que tu retrouves chez les femmes aussi. Et plus extraordinaire, c'est que la testostérone est synthétisée à partir de la progestérone, qui est une hormone féminine. Ce qu'ils disent, une hormone féminine. La progestérone qui permet aux femmes de faire exister les masculinistes. Absolument. C'est elle qui sert à produire la testostérone. Et il y a des femmes qui ont plus de testostérone que les hommes. Et tu regardes les oestrogènes que les femmes qui disent qu'ils appellent des hormones féminines sont fabriqués à partir des androgènes qui sont dites des hormones masculines pour fermer le cycle. Tu vois? Donc, juste hormonalement, on est tous des hermaphrodites. Et de vouloir séparer, de dire, là, nous, les hommes, la testostérone, c'est pas un hormone mâle. C'est des hormones stéroïdiennes, c'est tout. Et on les partage toute la gang, tu sais? Et au niveau de l'identité sexuelle, du genre, et tout ça, c'est dans les nuances de gris. Et il faut rappeler ça aux gens, c'est des nuances de gris. Et quand on se prononce là-dessus, c'est important d'aller, parce que la nuance est importante. Quand tu sais qu'il y a des idéologues qui vont capter ça, ce que tu dis, et décider d'en faire un programme d'exclusion, parce que c'est ça la vérité. Oui, c'est ça qui se passe. Oui, c'est ça qu'on voit, et c'est terrible. Oui, c'est terrible, et c'est d'où l'importance, parfois, je pense que c'est en cette période où la désinformation est partout. C'est important, je pense, pour les scientifiques de sortir des fois puis de recadrer les choses. De recadrer. Même si ça réussit à changer 2% des gens qui croient des fois à ces idéologies d'exclusion, c'est important. Pour moi, c'est ça. Moi, les lichens ont créé les sols sur lesquels la Terre a commencé à exister. Le lichen, c'est le mélange entre une algue et un champignon. Ce n'est ni une algue, ni un champignon, n'est-ce pas? Et c'est ça qui a fait sa force. Et c'est pas juste ça. C'est que plus tard, on a découvert qu'il y a des levures là-dedans, dans le lichen. Il y a d'autres espèces de champignons, c'est un composite. C'est totalement nuance de gris. Comme être vivant, tu sais pas où le classer. Ils s'appellent des lichens, mais en réalité, il y a du tout là-dedans. C'est pas inspirant, ça, quand même. C'est absolument inspirant, oui. Ouais, on crée les sols sur lesquels les plantes se sont implantées. Les plantes nous ont créés. Donc, ça a commencé avec c'est plus grand que soi, là. Ouais. Ben, honnêtement, merci beaucoup, Boucard, pour ton temps, ta sagesse. Plaisir. Et je trouve ta bienveillance. La curiosité. Pas la sagesse. Non? Non, tu trouves pas que tu as de la sagesse, Boucard? Moi, je trouve que oui. C'est la curiosité. J'aime la curiosité et j'aime la poésie. Les choses qui m'aiment. Donc, quand je suis ému par quelque chose, je vais à fond là-dedans. C'est juste ça. Mais ça, c'est beau, ça. Oui. Vraiment. Puis je pense que ça, je vais m'en rappeler pour ma vie. Quand quelque chose m'émeut, de vraiment m'ancrer dans le moment présent puis de le vivre pour de vrai. De remarquer cette beauté devant moi puis de continuer de s'émerveiller. Pour de vrai, de s'émerveiller toute sa vie. Pas dans le bois.
Viens chez nous. Oui, va dans le bois, là, ça va te faire du bien. Les arbres vont te soigner. C'est vrai. Ils vont te soigner, puis ils vont te dire, regarde, tu n'es rien, mon gars, regarde. 400 millions d'années. L'humilité. Oui, nos La ancêtres nature te étaient ramène là. à l'humilité. Nos ancêtres étaient là il y a 400 millions d'années, tu t'imagines? Hein? Alors, Boucard, on peut aller te voir en spectacle, comme on a dit tantôt, jusqu'à cet automne, un peu partout au Québec. Nomo Sapiens, c'est en tournée. On peut se rendre sur Boucard, Diouf, Boucard, trait d'union, diouf.com pour toutes les informations. Et comme tu as dit tantôt, puis tu sais, mon frère, Boucard, a lu tous tes livres. C'est ça qu'il m'a dit hier. Il a dit, moi, j'ai lu tous ces livres. Il n'y en a pas un qui n'a pas lu. Il a tout lu. Et je pense que c'est ça ma prochaine mission à moi aussi, de tous les lire. Tu as dit, tu donnes plus de cours, mais tes cours, ils sont là. Il existe des objets qu'on peut se procurer puis qu'on peut lire puis retourner quand on a besoin d'une information. Et je veux parler de ce l'an dernier, là, vraiment rapidement, ces esprits qui dorment dans les semences. Tu parles de l'histoire de l'alimentation, dans le fond. Et ça ramène à l'essentiel, je trouve, ça. Ça nous rappelle vraiment qu'effectivement, on n'est pas grand-chose. Que ça redonne l'humilité. Donc, je vous suggère d'aller voir. Il y a plein de livres. Peu importe dans la librairie que tu vas rentrer, il va y avoir plein de livres de Boucard, c'est sûr. Et on peut te lire quotidiennement. Dans plein de publications, t'es partout. T'écris partout. Non, j'écris dans la presse. Depuis 13 ans maintenant. Depuis 13 ans, j'écris dans la presse. Oui, puis en plus, il y a un texte qu'on m'a envoyé hier. Là, c'est Fred qui nous l'a envoyé. Oui, c'est Fred qui nous l'a envoyé. Merci, Boucard. Merci, Boucard, pour ton temps. Ça fait plaisir. C'était vraiment un moment que je vais chérir. Ça fait plaisir. C'est à la hauteur de tes attentes. Oui, j'ai bu toutes tes paroles. J'ai adoré. Oui, merci beaucoup. Nous, Carl, on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine, puis vous pouvez toujours continuer de nous suivre sur Balado La Vie Sociale, sur tous les réseaux sociaux. Et on vous suggère d'aller voir le nouveau décor. On est sur YouTube. Vous pouvez nous trouver sur YouTube aussi pour voir cette nouvelle ambiance dans laquelle on est, si vous nous avez écouté encore à l'audio cette fois-ci. Et c'est ça. Encore une fois, on a beaucoup réfléchi, beaucoup appris pendant cet épisode. Je pense que c'est un épisode important et nécessaire. Je pense que quand on a créé ce podcast-là, c'était exactement pour un épisode comme ça. Voilà, tu l'as dit et je pense qu'on le répétera jamais assez. Si ça vous a fait penser à quelqu'un, si vous pensez que ça peut faire du bien à quelqu'un, partager l'épisode peut changer la vie de quelqu'un, on peut changer en tout cas la journée de quelqu'un. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent, on s'envoie souvent des choses. On veut partager le bonheur, mais comme dit Boucard, une bonne heure, prenez le temps d'écouter. Ça peut donner une bonne heure à quelqu'un, justement, oui. Bonne semaine, Camille. Bye.